Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Je suis désolée parce que comme quelques personnes dans l'Assemblée, je suis victime d'une extinction de voix, donc je vais faire en sorte d'être le plus audible possible. D'autant que c'est assez intimidant en fait de passer pratiquement à la fin de Cham, où on a eu la chance d'assister à des débats vraiment passionnants, mais très pragmatiques. On a parlé de prévention, on a parlé de collectivité, on a parlé de territoire, on a parlé de co-construction. On a aussi abordé un petit peu les sujets numériques, avec la protection des données, avec l'intelligence artificielle, la téléconsultation. Et là, en fait, on va parler de quelque chose qui est un peu moins terre-à-terre, qui fait appel un petit peu plus à du virtuel et qui pourtant est au cœur des discussions, notamment le thème métaverse qui a été popularisé en octobre dernier lorsque Facebook a opéré son changement de marque et est devenu Meta. Depuis, il n'y a pas un seul jour sans que les médias s'emparent du sujet, qualifient le métaverse comme l'avenir de l'Internet, constitué de nouvelles technologies qui vont profondément modifier nos façons d'échanger, nos façons de nous divertir, nos façons de travailler, de soigner et de nous soigner. Les nouvelles technologies font polémique, on en a pas mal parlé quand même au cours des débats depuis hier. On s'inquiète de la sécurisation de nos données, de leur impact sur notre santé mentale, de la perte de liens sociaux si tous nos actes sont numérisés, sont digitalisés. Et en parallèle, on est quand même conscient de leurs bénéfices concernant l'efficience, encore un mot qu'on a abordé hier, l'efficience dans la pose des diagnostics, l'amélioration des formations et une meilleure prise en charge de certaines pathologies. Alors pour débattre de ce sujet passionnant, j'ai la chance d'être entourée d'experts. Je vous les présenterai un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, vu qu'on est là pour parler d'évolution du secteur de santé, j'aimerais d'abord faire un sondage auprès de l'auditoire. Est-ce qu'on peut rallumer les lumières, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez... Alors, une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste pour savoir, est-ce que vous avez déjà entendu parler de métaverse? Qui a déjà entendu parler de métaverse? Ok, la majorité d'entre vous ont déjà parlé de métaverse, entendu parler de métaverse. Est-ce que vous avez déjà, à titre personnel, expérimenté la réalité virtuelle? Est-ce que vous avez déjà mis un casque de réalité? Donc un petit peu moins de personnes. Est-ce que, à titre personnel, vous travaillez ou avez déjà expérimenté la réalité virtuelle? À titre professionnel, pardon. À titre professionnel, est-ce que vous travaillez sur des sujets de réalité virtuelle? Et donc, on voit qu'il y a encore un petit peu moins de monde. Et qui, parmi vous, voyez en le métaverse un danger ou quelque chose d'un petit peu futile? Est-ce qu'il y a parmi vous, une fois de plus, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais qui est sceptique dans les possibilités que vont nous offrir le métaverse et dans l'amélioration? On ne sait pas, exactement, on ne sait pas, c'est super. Merci beaucoup. Laurent Soli, qui est le président de Facebook France, devait être avec nous aujourd'hui et n'a pas pu être là. Il nous a du coup fait part d'une vidéo qui a l'avantage d'être assez pédagogique et sans uniquement vanter ce que fait Facebook en la matière, va nous permettre de faire une bonne introduction sur le sujet. Donc on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour à tous et merci, cher Guy, de ton invitation à ce très grand événement. Je suis évidemment triste de ne pas être physiquement avec vous, mais très heureux que vous m'ayez bien sûr invité pour évoquer devant vous le métavers et toutes les implications qu'il va pouvoir avoir pour le secteur de la santé. Qu'est-ce que le métavers et comment va-t-il certainement modifier la façon dont vous travaillez? C'est ce que je vais essayer de vous décrire aujourd'hui. Et d'abord vous dire comment nous, chez Meta, nous voyons les premières évolutions de ce métavers. Qu'est-ce que donc que cette évolution technologique dont nous pensons qu'il est la nouvelle frontière de l'Internet, la nouvelle grande rupture technologique et qui va construire l'Internet de demain après avoir construit il y a quelque temps la rupture de l'Internet mobile. Le monde va s'engager dans cette nouvelle évolution. Le métavers va être au fond un ensemble d'univers virtuels que vous pourrez découvrir, vous pourrez y accéder avec une grande différence, c'est qu'aujourd'hui, vous regardez Internet, vous serez demain dans l'expérience. Dans l'expérience grâce aux technologies de réalité virtuelle, aux nouveaux devices qui vont se développer. Et autour de vous, vous aurez la capacité d'entrer dans des mondes virtuels pour tout un tas d'expériences sociales, amicales, de jeux, mais aussi professionnelles. Cette évolution-là a en réalité déjà commencé.
Il est clair qu'aujourd'hui, il ne suffit pas, ou il ne faut pas obligatoirement revêtir un casque de réalité virtuelle pour entrer dans le métavers. Il y a déjà des expériences de réalité augmentée, des expériences de 3D sur téléphone portable qui sont le premier pas vers ces environnements-là, qui changent l'engagement que nous avons avec les marques, avec nos activités, et qui procurent bien sûr un sentiment différent que de vivre simplement l'Internet sur un ordinateur ou sur un téléphone portable. Beaucoup de secteurs personnels d'entertainment sont aujourd'hui ouverts au métavers, mais il y a aussi d'autres activités professionnelles qui commencent à se développer dans ces nouveaux univers. Les architectes, les professionnels de la formation utilisent d'ores et déjà les technologies de réalité virtuelle et qui leur permettent de changer bien sûr leur rapport à leur activité, à leurs clients, à leur environnement. Les investissements sont considérables, ont débuté, et pour les entreprises, il y a bien sûr un impact dans beaucoup d'industries. Quelles sont les industries aujourd'hui? Quels sont les secteurs que nous voyons impactés par cette évolution vers le métavers? Selon une étude McKinsey que je vous cite ce matin, en 2030, il est estimé que l'impact de cette transformation technologique pourrait atteindre près de 5 trillions de dollars. Le secteur du divertissement, du jeu, le secteur de l'éducation, le secteur de la distribution, bien sûr le marketing, les impacts de productivité sur l'ensemble de la chaîne économique sont d'ores et déjà impactés ou s'intéressent à cette évolution technologique et ont entamé les premiers pas pour construire ces métavers. Le secteur de la santé, bien sûr, qui nous réunit aujourd'hui, est un secteur qui connaît un développement absolument fulgurant avec ces technologies. Nous observons qu'il y a 4 grands domaines dans lesquels le métavers transforme vos activités et vont certainement, ces ruptures, construire le domaine et l'industrie de la santé dans les années qui viennent. L'amélioration des actes de médecine, des actes chirurgicaux eux-mêmes, sont d'ores et déjà transformés par ces technologies et la capacité d'utiliser les métavers pour préparer et agir sur des patients. Bien sûr, la capacité d'enseigner, la capacité de formation à distance et dans le monde entier, avec des environnements virtuels, connaît un nouveau développement. La téléprésence enfin, et puis l'utilisation des nouvelles technologies, notamment des blockchains, pour les datas médicales. Si vous regardez l'amélioration des actes chirurgicaux, je suis venu avec quelques exemples, il y a eu déjà en 2020, et vous le voyez ici, des actes de médecine qui ont été faits grâce aux technologies de réalité augmentée. C'est le docteur Abraham Del Real en Amérique latine qui a utilisé les premières technologies de réalité augmentée pour préparer des actes de médecine. Mais nous pensons aujourd'hui que la réalité virtuelle, des métaverses de médecine vont vous permettre de préparer les actes chirurgicaux, de vous entraîner, de créer des jumeaux digitaux d'un cœur ou de tout autre organe pour préparer et améliorer l'acte médical. Il y a d'ailleurs une start-up française, InEarth, qui travaille sur la création d'univers virtuels pour la chirurgie cardiaque. Elle est située à Bordeaux. Le deuxième champ, c'est bien sûr l'enseignement et la formation à distance, mais désormais dans des univers virtuels recréés. Une entreprise française, une jeune entreprise, Simango, propose des formations interactives avec des casques. Enfin, la téléprésence, c'est-à-dire la capacité à distance d'utiliser les métavers pour travailler avec des patients. D'ores et déjà, des entreprises françaises utilisent ces technologies. HyptoVR, par exemple, a commencé à créer des espaces virtuels qui permettent de soigner la santé mentale, cherchant à utiliser la réalité virtuelle, les métavers, pour réduire la douleur et l'anxiété. Ability, une autre entreprise française, propose, elle, de la rééducation fonctionnelle en utilisant des casques. Un patient pourra donc, surtout dans les zones reculées, continuer à avoir des séances de rééducation personnalisées, intuitives. Comme vous le voyez, votre secteur, l'industrie de la santé, s'est engagé dans le métavers. J'espère bien sûr que vous pourrez vous saisir de ces technologies et de tout ce que nous entreprenons chez Meta pour aller encore plus loin dans les mois et les années qui viennent. Merci à vous de votre écoute et je vous souhaite bien sûr un très bel événement. Alors, comme vous le voyez, comme l'a expliqué Laurent Soli, l'intégralité des secteurs d'activité sont concernés par l'arrivée du métaverse et la santé ne fait pas exception. Albert, tu es consultant, tu accompagnes un très grand nombre d'industries, un très grand nombre d'entreprises dans la compréhension de ces nouveaux usages. D'abord, Laurent Soli a montré quelques exemples dans le domaine de la santé.
il y a un amalgame qui est très courant, qui se fait entre métaverse, réalité virtuelle, réalité augmentée, qui sont des mots qui sont un peu galvaudés, qu'on entend partout. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre chacun de ces concepts et pourquoi est-ce que c'est important, quand on parle de métaverse, de bien faire la distinction entre ces 3 domaines? Oui, bonjour à tous. Alors déjà, je voudrais revenir un petit peu sur la définition du métaverse, parce que si on regarde les visions qui sont proposées, les définitions qui sont proposées par les grands acteurs tels que Meta, qui met de la danse au niveau international, il y a une certaine zone de convergence, mais il y a aussi des différences. Et je pense que c'est important de définir l'objet avant de rentrer davantage dans les discussions. Donc la définition que nous, on a adoptée pour le métaverse, c'est la future version d'Internet. Déjà, ça, c'est un point qui est très important. C'est pas une plateforme, c'est pas juste Meta, c'est pas juste la réalité virtuelle, c'est pas le jeu vidéo, c'est la future version d'Internet. Ensuite, cette version d'Internet, elle a un certain nombre de nouvelles propriétés par rapport à l'Internet qu'on connaît aujourd'hui, et notamment une propriété clé, c'est le fait qu'on va effacer, et on a commencé à effacer petit à petit les frontières entre la réalité et la virtualité. Ce que ça veut dire, c'est que le monde réel tel qu'on le connaît aujourd'hui devient l'écran sur lequel on superpose une ou plusieurs couches de data, d'informations ou de représentations. Ce que ça veut dire, c'est que Laurent Soli a parlé de réalité virtuelle. Donc la réalité virtuelle, pour expliquer ce que c'est, on est complètement bloqué du monde réel et on a un monde synthétique qui est projeté notamment par nos yeux. Ce qui semble se dégager, c'est que ce n'est pas les cas d'usage qui vont exploser dans les années à venir, mais ce sont plutôt les applications autour de la réalité augmentée et la réalité mixte. Réalité augmentée, vous avez déjà essayé ça si vous avez déjà joué à Pokémon Go, par exemple. On superpose par-dessus le monde réel des objets ou ce genre de choses. Réalité mixte, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'en plus, il y a un petit peu d'intelligence artificielle par-dessus qui permet de prendre en compte le contexte de la réalité. Donc, plutôt que d'avoir le petit Pokémon Go qui flotte et qui peut-être est imbriqué au milieu de la table, eh ben, on va savoir qu'il y a une table et l'objet va être ancré sur la table. Donc ça, c'est la réalité augmentée. Si j'essaie de l'appliquer au domaine de la santé, oui. Par exemple, on pourrait imaginer qu'un chirurgien qui demain voudrait faire une opération, c'est quelque chose qui est déjà arrivé aux États-Unis en fait. Pendant son acte de chirurgie, en réalité augmentée, il aurait peut-être des informations qui viendraient se superposer à des lunettes vraiment, qui ne seraient pas des gros casques de réalité virtuelle, mais il aurait une information numérique qui viendrait se superposer au-dessus du corps de son patient, par exemple. Absolument. Qui viendrait lui donner des indications. Donc si on regarde la maturité des technologies sous-jacentes, réalité virtuelle, réalité augmentée, la réalité virtuelle est un tout petit peu plus mature que la réalité augmentée. Ceci étant, on voit, les grands acteurs tels que Meta, mais on pourrait dire la même chose d'Apple et puis de tous les autres, ont tous dans leur carton des projets de réalité virtuelle et des projets de réalité augmentée. Réalité virtuelle va arriver sur le marché, Apple va commercialiser en 2023, tous les analystes s'accordent là-dessus, un casque de réalité virtuelle et d'ici 2 ou 3 ans, des lunettes avec des facteurs de forme qui sont proches de ce que j'ai sur le bout du nez, de réalité augmentée. Donc oui, ce sont les usages qui vont exploser dans les années à venir. Et oui, dans le domaine de la santé, on peut très bien imaginer qu'on va avoir des informations supplémentaires, des informations qui peuvent être simplement de la donnée, mais qui peuvent être aussi des représentations qu'on va superposer par-dessus la réalité de ce qui est en train de se passer. Parfait. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que finalement Facebook en octobre nous parle de métaverse? Alors toi tu t'intéresses au métaverse depuis quand même de nombreux mois, de nombreuses années. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on pense que c'est le bon moment pour que ces nouvelles technologies soient suffisamment matures pour qu'on s'y intéresse et qu'on puisse avoir des expériences, qu'on soit médecin ou qu'on soit patient, qu'on puisse avoir des expériences qui soient suffisamment qualitatives pour pouvoir avoir des expériences effectivement tangibles? Alors oui, je m'y intéresse depuis de nombreux mois et en fait même de nombreuses années, j'irais presque jusqu'à dire décennies, parce qu'en fait j'ai commencé ma carrière dans le domaine de la réalité virtuelle il y a 20 ans, donc c'est des sujets que je suis depuis très longtemps. Petite anecdote, il y a eu une sorte de déclic il y a 2 ans pendant le premier confinement quand j'ai demandé à mes filles de laisser leurs écrans, on était tous à la maison et on était un petit peu plus souple sur les écrans, elles jouaient... on les avait laissés jouer un mercredi après-midi trop longtemps et à un moment donné je leur ai dit laissez vos écrans de côté et faites autre chose, et là il y en a une des deux qui me répond mais papa on n'est pas sur nos écrans, on est en train de jouer à cache-cache avec nos amis dans Roblox.
Ouais. Alors ça vous a fait marrer, moi aussi ça m'a fait marrer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Roblox, pour simplifier, c'est un jeu vidéo pour ados, pré-ados, qui permet de jouer, mais aussi vivre tout un tas d'expériences virtuelles dans ce monde synthétique. Donc j'ai trouvé ça amusant, mais j'ai trouvé ça aussi intriguant, et ça a été un peu le déclic d'une nouvelle réflexion sur le sujet, parce que je me suis dit, tiens, c'est curieux, en fait, les ados sont bloqués à la maison, ils sont en train de reproduire dans le monde réel des usages qu'ils auraient dans le monde l'inverse, ils sont en train de reproduire dans le monde virtuel des usages qu'ils auraient dans le monde réel s'ils n'étaient pas bloqués à la maison. Et donc là, c'est le moment où j'ai commencé à me replonger dans le sujet, ce qui m'a amené assez rapidement à publier un article dans l'édition française de la Harvard Business Review. Et puis ensuite, avec mon équipe, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, je suis en fait directeur scientifique au niveau global pour le cabinet Arthur Day Little, qui est un cabinet de conseil en stratégie. Et donc, on a lancé une étude sur le métaverse pour essayer d'aller justement au-delà du buzz, au-delà du hype, et essayer de comprendre quelle était la maturité des technologies et la maturité business du métaverse. Du coup, j'ai oublié ta question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quels sont les facteurs? Mais alors, on va aller très vite parce que le temps passe malheureusement très très vite. Donc, il se passe deux choses. Première chose, il y a 3 industries qui sont en train de converger. Il y a l'industrie du jeu vidéo, qui a été une industrie qui a été largement ignorée par tous les autres secteurs depuis toujours. Et il y a une prise de conscience généralisée que l'industrie du jeu vidéo a développé des choses qui sont absolument incroyables et qui peuvent créer de la valeur pour tous les autres secteurs. L'industrie qui est composée par les acteurs qui développent les outils de collaboration et de travail à distance, et puis enfin les acteurs des réseaux et des médias sociaux. Donc là, on voit que ces acteurs sont en train de converger vers le même marché et se battent pour ce même marché, et désormais on appelle ce marché le métaverse. Donc ça, c'est la première chose qui est en train de se passer. La deuxième chose, c'est qu'on a pour la première fois 3 ingrédients qui sont réunis. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans, par exemple, quand Second Life est sorti. Parce qu'on a l'impression que le métaverse, c'est nouveau, mais en fait, ça existe depuis 40 ans dans le domaine de la science-fiction, ça existe depuis 20 ans dans le monde réel, il y a des tentatives pour créer ce genre de choses. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché, mais il y a de fortes chances que ça marche maintenant, parce qu'on a à la fois une explosion, littéralement une explosion du nombre d'utilisateurs, que ce soit chez les jeunes générations, mais aussi chez les générations plus seniors, et ça se voit selon plein de perspectives que je ne vais pas détailler maintenant. Par ailleurs, il y a une maturité des technologies software sous-jacentes, avec des gros acteurs qui ont développé des infrastructures sur la base desquelles des écosystèmes peuvent se créer et créer de la valeur autour de ces plateformes numériques. Et puis enfin, troisième ingrédient, c'est bien sûr, on arrive à une certaine maturité du hardware. Alors on parle des casques, mais les casques, ce n'est pas la seule technologie. Il y a bien sûr toute l'infrastructure, le réseau, la puissance de calcul. Aujourd'hui, on commence à savoir faire massivement, pas encore des centaines de millions, mais au moins des millions de personnes connectées dans des univers synthétiques. Voilà. Et du coup, si on en revient au domaine de la santé, c'est vrai qu'on a vu que plus il y a eu des personnes, des citoyens, du grand public sur les réseaux sociaux, plus ça a fédéré des communautés de patients qui ont des communautés de patients, des communautés de personnes qui du coup se sont renseignées via les réseaux sociaux. Hier, on en a beaucoup parlé du patient qui se renseigne sur les réseaux sociaux, qui va voir son médecin en étant persuadé de son diagnostic. Et donc on peut imaginer facilement que le métaverse, plus il y aura de personnes dans le métaverse, plus forcément les médecins, le système de santé va devoir aussi s'intéresser à ces sujets-là. Catherine, toi, tu es psychologue, tu accompagne des personnes qui souffrent de cancer et notamment dans la gestion de leur sexualité. On va en reparler parce que la sexualité est quelque chose de très tabou, notamment quand on souffre de cancer, et on va expliquer pourquoi est-ce que le métaverse peut avoir un bénéfice là-dessus. Mais avant ça, quand on a commencé à parler de cette conférence, le titre de la conférence, c'est Métaverse, utilité ou futilité. Et toi, tu m'as dit, plutôt que futilité, j'aurais parlé de danger. Est-ce que tu peux m'expliquer, toi, en tant que professionnel de santé, qu'est-ce qui t'inquiète dans le métaverse ou dans ces nouvelles technologies, à la fois pour suivre les patients et à la fois en tant que toi, professionnel de santé? Alors, d'abord, je dois dire que quand j'ai reçu l'invitation de Guy, que je remercie, Guy Valencien, que je remercie évidemment infiniment, je ne sais pas si c'est par égo surdimensionné, mais j'ai tout de suite accepté sans regarder le programme. Donc, j'ai dit, super, je vais aller à Cham, je suis hyper fière, etc. Et puis, donc, j'ai dit oui, j'ai répondu. Ensuite, je regarde le programme et je vois sur quoi je dois intervenir. Et là, j'avoue, j'ai eu un très grand moment de solitude.
Parce que moi, personnellement, alors je vois toutes les mains qui se sont levées tout à l'heure, je ne savais pas ce que c'était que le métaverse. Je confirme, Catherine était très anxieuse à l'idée de cette table ronde. Donc, alors je lui ai dit, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, merci beaucoup, je suis très très flattée, mais franchement, je ne sais pas ce que c'est. Il m'a dit, mais c'est génial, il faut dire ça. Je lui ai dit, ok, mais ça ne va pas faire une demi-heure. Ça ne va pas faire une demi-heure. Une fois que j'aurais dit ça, j'aurais plus rien à dire. Bon, quand même, il a fait preuve d'empathie, il m'a un peu expliqué. Bon, puis je me suis renseignée quand même. Alors, ma première réaction, je me suis dit, on est en train de faire un monde de psychopathes. Parce que finalement, on ne va plus savoir qui on est. Est-ce qu'on est nous-mêmes ou est-ce qu'on est notre avatar? Bon. Deuxième réaction, je me suis dit, la société va quand même très mal pour qu'on soit obligé de se créer un monde virtuel pour exister. Troisième réaction, enfin non, pas troisième réaction, je me suis dit, bon, maintenant, on va essayer de pousser un petit peu plus le truc. Donc, j'ai questionné tout le monde. Chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je lui disais, vous savez ce que c'est que le métaverse? Et puis j'ai fait des progrès, parce qu'après, c'était, qu'est-ce que vous pensez du métaverse? J'ai évolué. Et puis mon fils qui a fait philo m'a dit, écoute maman, mais ça existe depuis les années 1600. Alors il m'a parlé déjà alors ça je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est un peu flou, de Platon avec la caverne. Mais voilà, mais en plus il m'a dit, mais maman, Descartes dans les années 1600 avec son cogito ergo sum, je pense donc je suis, avait déjà les prémices du métaverse. Parce que finalement ce qu'il disait c'est, ma réalité, ma vérité n'est pas la réalité, la vérité. La seule chose que je sais, c'est que je pense, donc je suis. Bon, très bien. Donc, est-ce que c'est les prémices du métaverse? Peut-être. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais on s'en fout de ce que tu penses. En fait, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire. Absolument. Voilà. Et là, alors tout à l'heure, on nous a montré la petite vidéo. J'ai vu, alors moi je suis très fan des séries télé. D'abord, j'ai vu Deux Gouttes Docteur. Vous savez, c'est l'histoire de ce chirurgien qui est un jeune chirurgien autiste et qui est génial, qui diagnostique tout ce que personne ne peut diagnostiquer. Et à un moment donné, il doit faire une opération extrêmement touchy et extrêmement dangereuse à cœur ouvert. Donc, il prend le cœur, enfin, un avatar de cœur. Et il essaye. Alors, à un moment donné, on voit les constantes qui sont à plat, donc ça veut dire que le patient est mort. Il se dit non, ça, c'est pas bon. Il fait deux, trois gestes comme ça. Finalement, il trouve le geste, toutes les constantes remontent, tout est parfait. Tout, il se dit voilà, je vais opérer. Et le lendemain, ou je sais pas, quelques heures après, il opère comme ça. Donc, ça, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit c'est une bonne utilisation, effectivement, du métaverse. Pour les formations aussi, pour les formations des infirmières en pratique avancée, ça pourrait être aussi très bien. Mais maintenant, je vais revenir à mon domaine qui est la cancérologie, parce que finalement, c'est ce que je connais le mieux. Et je me suis dit, alors j'ai réfléchi, et je me suis dit finalement, moi je reçois pas mal en oncosexologie des patients qui ont été opérés de cancer de la prostate et qui ont eu des traitements pour le cancer de la prostate, ce qui implique des difficultés sexuelles et des grosses difficultés érectiles, voire plus d'érection, pardon. Et du coup, ils ont très honte et ils n'osent pas en parler. Hein, voilà. Et pourtant, ils auraient besoin d'en parler. Et donc, je me suis dit peut-être qu'effectivement, par un avatar, ils pourraient faire des groupes de parole, discuter entre eux, voir leurs problématiques, échanger leur expérience et peut-être surmonter cette honte et trouver des solutions. Absolument. Ça, c'était une des solutions, une des propositions. Une autre proposition, c'était, on en a peu parlé, là je regrette un petit peu, hier il y a Vincent Olivier qui en a un petit peu parlé, c'était les aidants, les proches. Parce que finalement, on n'est pas dans un monde de bisounours, et le nombre d'aidants de proches en oncologie, qui sont, j'aime pas le mot aidant, mais enfin bon, c'est le mot officiel, alors je le dis, les aidants, que ce soit les parents, les enfants, mais surtout les conjoints ou les conjointes, comme je vous disais, on n'est pas dans un monde de bisounours. Combien viennent me voir en disant « j'en peux plus, je souffre, j'en ai marre, moi, je n'ai plus de désir pour mon compagnon ou ma compagne parce que cicatrice, parce que odeur, comme on a parlé, Isabelle, hier, parce que tout ce que vous voulez. » Mais on n'est pas entendu. Oui. Et puis on a honte de le dire. On a honte parce que finalement, leur souffrance, ils me disent « oui, mais moi j'ai honte parce que c'est pas moi qui suis malade ». Enfin, vous voyez, toute cette problématique-là, je me dis à travers effectivement un avatar, il pourrait se dire « ben voilà, on en a marre, on a honte, justement, personne ne nous entend, personne ne nous écoute et on est seul ». Ça pourrait être assez intéressant justement, aussi. Pour que vous compreniez bien en fait comment ça pourrait se matérialiser dans le métaverse, il y a eu une expérience qui a été menée en février dernier par l'association des narcotiques anonymes, qui a réuni dans le métaverse sous forme d'avatar une communauté de patients
comme dans un groupe de discussion, sous forme d'avatar. Donc, les narcotiques anonymes, c'est des personnes qui souffrent d'alcoolisme, d'addiction en tout genre. On va lancer une petite vidéo et en fait, vous allez voir en fait le principe, c'est que sous forme d'avatar, du coup, on s'est aperçu que les personnes dont on ne voyait pas le physique, donc il peut y avoir des grands chefs d'entreprise, par exemple, qui souffrent d'alcoolisme et qui ne veulent pas qu'on les reconnaisse et qui pourraient participer comme ça à des réunions de groupe sous forme d'avatar sans qu'on les reconnaisse et qui, du coup, peuvent s'affranchir de certaines barrières et peuvent échanger et peuvent discuter. On va lancer la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Fred, je suis dépendant. Salut Fred. Salut Fred. Bonjour, je m'appelle Lola, je suis dépendante. Salut Lola. Salut Lola. Ça, c'est moi. Moi, j'ai pas fait 2 ans, j'ai fait 7 ans de réunion. Jusqu'à l'âge de raison, comme on dit. Pourquoi il fallait que je lave ce qu'il y avait dans ma tête. Moi, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est que du bonus, c'est que de l'amour. Et même si j'ai repris une vie tout à fait classique dans la société, etc., l'endroit où je trouve le plus d'humanité, c'est quand je passe du temps avec les gens de Narcotiques Anonymes. Aujourd'hui, l'abstinence de tout produit est une évidence pour moi. Et grâce à vous, grâce à ces réunions, grâce à cette fraternité, grâce à ces échanges, ces rires dont tu parlais, Caroline. Moi, j'étais quelqu'un quand même d'extrêmement timide. Quand je suis arrivée en réunion, j'ai pas pris la parole tout de suite. Il m'a fallu plusieurs mois avant de faire un partage de 3 minutes. Voilà, moi, au début, c'était vraiment... je bafouillais 3 mots, je rougissais, j'avais l'impression d'être en sueur, j'avais les mains moites. Donc oui, a priori, dans un avatar... ça peut être plus simple, oui. Quand je suis arrivée, pour moi, vraiment, c'était la honte de devenir un narcotique anonyme. Je voulais pas qu'on me reconnaisse. On a eu un problème de drogue. On sait que c'est incurable. Enfin, c'est pas qu'on le sait, mais en tout cas, moi, je me dis peut-être que si j'arrête de devenir un narcotique anonyme, un jour, je vais être tentée de reconsommer. Et moi, mon expérience, c'est que je peux pas consommer un peu. Après, voilà, l'exercice, justement, c'est aussi d'oser venir, d'oser prendre la parole. Donc voilà, là on voit vraiment des applications très pragmatiques auprès des patients. Michael, vous êtes médecin, vous êtes entrepreneur, so you are a doctor, you are what we can call a doctorpreneur. Donc vous êtes un médecin entrepreneur. Avant de vous intéresser à toutes les briques qui constituent le Web3, la blockchain, les NFT, vous allez nous expliquer ce que vous faites. D'abord, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de personnes dans la salle, comment est-ce qu'on devient entrepreneur en partant de médecin? Comment est-ce que vous en êtes venu justement de médecin à devenir entrepreneur? Avec quelles convictions et quels ont été les constats qui ont fait que vous avez eu envie finalement d'embrasser cette carrière? Merci bien. Je vais parler en anglais parce que je connais beaucoup de mots du métaverse en français. J'ai travaillé en Paris et à la Martinique au début de mon carrière. Et j'étais en médecine interne pour beaucoup de temps. Et feel free to yeah, so I'll switch no worry. I'll switch to English. Donc, je vais passer en anglais maintenant. Donc, je travaillais pendant 12 ans environ dans les hôpitaux en tant que médecin. Et tout le monde sait qu'est-ce que c'est difficile. Il y a en fait plusieurs problèmes structurels aussi dans le domaine de la santé, pas seulement en Europe, en Allemagne, en France, mais aussi partout dans le monde. Et je me suis dit au début, oui, d'accord, il devrait y avoir un petit peu d'Internet, quelque chose d'Internet ou de logiciel pour pouvoir aider les médecins et les patients, pour leur permettre de se réunir, de partager des données, de communiquer. Parce que la communication est vraiment très difficile dans le domaine de la santé. Et c'est en fait beaucoup de données qui sont manquantes, des informations qui ne sont pas là, et ça crée plusieurs problèmes. Et donc moi, j'ai bâti une plateforme, j'ai conçu une plateforme avec un partenaire à moi qui est aussi un médecin. Et l'idée, c'était de faire un écosystème qui réunit les gens, c'est-à-dire les hôpitaux et les médecins d'un côté, mais aussi les patients de l'autre côté, avec leur famille, pour qu'ils puissent partager des données, partager des informations, échanger, etc. Et donc, en fait, pour avoir aussi des ordonnances en ligne, pour pouvoir connecter tous les différents outils que nous avons sur nous, etc. Et puis, nous avons noté très, très rapidement que la plupart de pression dans le secteur de santé, c'est vraiment ces données. Et ce n'est pas quelque chose qui se situe seulement au niveau des hôpitaux, mais aussi au niveau de l'espace pharmaceutique. Donc, on peut voir, parce que moi, je travaillais avec d'autres entreprises comme Pfizer, par exemple, j'ai trouvé que c'était aussi le problème. C'est-à-dire que le problème avec les données médicaux, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de données médicaux. Ça, c'est quelque chose qui est désorganisé, qui est
se situent surtout par silos. On ne sait pas d'où ces données viennent, donc c'est impossible de pouvoir le suivre et aussi l'envoyer à grande échelle. Donc il y a les assurances qui ont leurs données, les pharmacies qui ont leurs données, les hôpitaux ont leurs données et personne qui les partage, pas seulement parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'il y a aussi des questions du niveau juridique qui rentrent en jeu. Et donc on s'était dit, eh bien, pourquoi on n'utiliserait pas la technologie de la blockchain pour pouvoir surmonter cet obstacle au moins jusqu'à un certain point. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que la blockchain? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ici est au courant de ce que c'est que la blockchain et ce que c'est que les NFT. Donc peut-être vous pouvez l'expliquer de manière très simple. Eh bien, très bien. La blockchain, à la base, c'est en fait une chaîne d'informations qui en fait s'applique à tout le reste qui est là. Donc nous avons en fait plusieurs nœuds et donc il y a plusieurs nœuds ou plusieurs centres où cette information est gardée et comparée l'un à l'autre. Donc en fait, c'est pratiquement impossible de pouvoir manipuler les données ou les falsifier parce qu'une fois que ça fait partie de la blockchain, il y a toujours cette vérification que ce bloc, le bloc précédent et que toute cette chaîne en fait est complètement authentique. Donc en fait, ça améliore la sécurité de nos données. Tout à fait, la sécurité, mais surtout la transparence. Parce que si quelqu'un va pouvoir l'utiliser afin de pouvoir suivre le flux des données, ce qui est aussi très important. Et lorsque l'on parle des données médicaux, et en parlant surtout des NFT, ce sont les non-fundable tokens. Donc ce sont en fait les jetons qui ne sont pas fonctionnels si on le traduit en français. Donc ce sont en fait des tokens qui sont uniques. Donc si on les compare au Bitcoin ou quelque chose comme ça, les Bitcoins, il y en a des millions. Par contre, des NFT, il y en a toujours un, ce qui le rend absolument parfait pour les données médicales, parce que ça, c'est quelque chose qui est unique, c'est quelque chose qui est sur la blockchain. Vous pouvez toujours le suivre complètement, voir d'où est-ce que ça vient et où est-ce que ça va. Et vous pouvez aussi le connecter aux autres choses, comme par exemple les contrats intelligents, etc., pour pouvoir payer ou utiliser. Donc, lorsque vous mettez des données anonymes ou dépersonnalisées sur la blockchain, eh bien, vous savez d'où ça vient et où est-ce que ça va. Vous savez que ces données n'ont pas été modifiées ou manipulées. Et ce qui est aussi super, c'est que vous pouvez en fait payer ou exécuter toutes les opérations juridiques en une seule action. Donc ça, c'est vraiment parfait. Donc nous allons chercher à vraiment garder l'attention de tout le monde, de ne pas perdre quelqu'un. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer votre vision de la médecine future? Alors, pour l'avenir de la médecine, moi, je vous dirais que ça va être bien plus inclusif pour tout le monde. Ça va inclure les patients, leurs familles, les gens de tous les jours d'un côté, mais de l'autre côté, les professionnels du secteur de la santé. Et nous avons déjà parlé, par exemple, de cette idée, nous avons parlé de métaverse. Donc ça, c'est quelque chose qui est économie. Et nous n'en avons pas encore parlé avant, parce que plusieurs personnes pensent que métaverse, etc., ça, c'est de mettre des lunettes. Mais non, parce que là, on parle seulement de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Mais ce sont en fait seulement des outils de pouvoir expliquer les informations et communiquer les informations. Mais ce qui est important pour Web 3, c'est en fait cette inclusion de tout le monde dans cet espace afin de pouvoir bâtir une vraie économie, surtout l'économie relative aux données dans l'espace cybernétique lorsque l'on utilise en fait ces outils. Donc c'est ce qui est vraiment très important et c'est ce qui, à notre avis, définit la métaverse. Bon, je vais passer en français. Ça rejoint vraiment toutes les discussions qu'on a eues finalement au cours de ces deux jours, qui est finalement les concepts de toutes les technologies liées au Web3, au métaverse, vont permettre à l'intégralité des acteurs du système de santé, les patients, les pharmaciens, les médecins, finalement de collaborer dans la construction d'outils et finalement dans la construction d'un parcours de soins qui soit vraiment à la fois sécurisé d'un point de vue des données et à la fois qui soit adapté, qui soit co-construit et qui soit personnalisé. Albert, comment est-ce que si je suis médecin ou si je suis une entreprise du secteur de la santé, du secteur de la pharmacie, comment est-ce que je peux me préparer dès aujourd'hui à finalement ce qui va arriver dans 10 ans? Parce qu'en fait, il faut être pragmatique. On parle beaucoup de métaverse. Le métaverse sera mature et accessible à tous. On espère, on pense avant la fin de la décennie. Mais comment est-ce que je peux me préparer dès aujourd'hui à ce qui arrive à horizon 2030? Alors, je vais répondre pour les entreprises. Quand on s'intéresse et qu'on analyse le métaverse, il y a des choses qui sont certaines. Par exemple, c'est une révolution qui est en cours et ça c'est absolument certain, il n'y a aucun doute. De la même manière que les usages, les modèles économiques ont été transformés il y a 10 ou 15 ans par l'arrivée du smartphone et que l'économie numérique a basculé de l'ordinateur vers le smartphone, on va voir le même shift vers le métaverse. Donc ça c'est certain. Et il y a d'autres choses qui sont certaines. En revanche, il y a aussi des facteurs, quand on s'intéresse aux facteurs qui peuvent accélérer l'adoption de ces technologies, le développement de ces technologies, l'adoption des usages, etc. Parmi ces facteurs, certains sont
potentiellement extrêmement impactants, mais ils sont aussi en même temps très incertains. Donc ça veut dire que dans les 10 années à venir, il va y avoir des espèces de bifurcations. Et aujourd'hui, personne ne sait à quoi va ressembler le futur. Donc en tant qu'entreprise, quand on a besoin de faire de la stratégie en milieu incertain, c'est toujours intéressant de procéder justement par scénario. Donc commencer par identifier quelles sont les incertitudes critiques, donc quels sont les facteurs qui sont susceptibles d'impacter, mais qui sont en même temps très incertains. Et une fois que cette identification est faite, construire les scénarios probables et ensuite avoir une stratégie qui réponde à ces différents scénarios. Et bien sûr aussi avoir des solutions de fallback, d'alternatives, si jamais ce n'est pas le scénario qu'on avait prévu qui se déroule. C'est hyper intéressant en parlant de scénario. Moi, quand j'ai réfléchi à tous ces sujets de métaverse, et notamment métaverse en santé ou métaverse de façon globale, il y a beaucoup de critiques qu'on entend quand on parle de métaverse. Il y a effectivement, tout l'impact négatif d'un point de vue énergétique que cela représente. Mais, à contrario, on peut aussi se dire, s'il y a une multiplication des pandémies, finalement, ça peut être comme on l'a vu avec la téléconsultation qui s'est vraiment énormément développée avec les confinements, ça peut être finalement un outil qui va permettre de... la multiplication des pandémies et des confinements pourrait être finalement un facteur de développement du métaverse. Michael, je reviens vers toi. Justement, quand toi, tu développes tes outils, tes fonctionnalités, quelles sont les critiques que tu peux rencontrer? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques et du coup qu'il faut réussir à rassurer. Comment est-ce que tu les rassures sur l'idée que justement, finalement, c'est quelque chose qui va être utile et qui va servir à tous, qui va être quelque chose de positif d'un point de vue sociétal, l'arrivée de ces nouvelles technologies? Oui, tout d'abord, oui, bien sûr, il y a pas mal de critiques. Et moi, en tant que médecin, j'avais déjà cela. Donc, tout d'abord, c'était important pour moi de réfléchir aux problèmes qui pouvaient arriver. Tout d'abord, c'était important de penser à la sécurité parce que les données médicales doivent être absolument sécurisées parce que ça, ce sont les données privées. Et donc, il faut absolument qu'on le prenne en considération. Il faut qu'on suive vraiment les standards et toutes les réglementations dans ce sens-là. Il faut qu'on suive aussi le RPDG, etc. Après, nous avons aussi d'autres standards du domaine médical, comme GEICO, etc. Et donc, en fait, tout cela, toutes ces normes doivent être bien maintenues lorsque l'on parle des données médicaux et de l'Internet. Donc, ça, c'est la toute première approche, bien sûr. Et donc, nous, on avait adopté cette approche. On s'était dit que, dès le début, il faut qu'on fasse de la médecine qui est basée sur des évidences, sur des preuves, parce que nous avons, en fait, la blockchain, la metaverse, etc. Et de tout cela a l'air d'être bien et très, très en vogue, mais ce n'est pas vraiment de la médecine. Donc, c'est pour ça que nous avons commencé à collaborer avec certaines des universités très importantes en Europe, dont Lausanne en Suisse. Et nous avons en fait commencé à travailler sur des premiers patients en Suisse avec eux pour essayer de démontrer que c'était en fait vraiment très utile pour les patients, mais pour les résultats médicaux aussi, pour la sécurité et pour les professionnels, pour que ce soit un outil d'une grande utilité. Parce que comme nous avons déjà dit, ça doit être au service des gens, ça doit être surtout pour la médecine. Et ça, c'est notre objectif, c'est ce qu'on cherchait à bâtir. Et la technologie blockchain, ce n'est qu'un outil pour que les gens puissent avoir cette transparence, cette sécurité et cette confiance. Parce que la confiance, c'est vraiment l'élément clé ici. Si vous n'avez pas de confiance, ça ne va pas fonctionner. Plutôt que d'être réfractaire à une technologie qui est difficile à comprendre, qui est la blockchain, qui est les NFT, qui est les crypto-monnaies, qui est tout un tas de sujets, en fait, je pense qu'il faut mieux penser expérience patient, expérience client, expérience utilisateur, plutôt que la technologie en soi. Quand on crée un site internet, quand on va sur les réseaux sociaux, on ne se pose pas la question. Très peu d'entre nous se posons la question de la technologie qu'il y a derrière, mais plus de ce qu'on va en faire et de comment on va s'en servir. Catherine, toi, du coup, effectivement, tu as cheminé oui, mais tu as cheminé. Et du coup, en marge de ce que tu nous disais tout à l'heure sur comment est-ce que tu vas aller pouvoir accompagner tes patients à s'affranchir de certaines craintes, de certaines hontes, tu as aussi pensé... Tabou aussi. Pardon ? Tabou, exactement. Tu as aussi pensé à une expérience ou plutôt à une plateforme qui pourrait prendre vie dans le métaverse, qui serait un musée qui permettrait du partage d'expériences. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est un projet un peu fou, hein, mais finalement, puisqu'on est dans le métaverse et dans le cancer, pourquoi faire un méta-événement avec des patients, et particulièrement des patients atteints de cancer métastatiques.
parce que souvent, ils se sentent assez isolés et un petit peu en marge. D'ailleurs, vous voyez, le mois Octobre Rose commence aujourd'hui, cancer du sein. Ils ont une journée pour les cancers du sein métastatique, le 13 octobre. Mais sinon, c'est plutôt la fête pendant tout Octobre Rose et les patients atteints de cancer métastatique se sentent un petit peu en dehors de ce système-là. Voilà. Donc, faire un espèce, effectivement, de musée virtuel où on pourrait leur donner la parole. D'abord, ce serait le premier du genre. Ils pourraient créer des œuvres personnelles. Alors, ça peut être de la peinture, de la photo, du dessin, de la danse, des poèmes, que sais-je, de leur lit d'hôpitaux, de chez eux, enfin, d'où ils veulent. Chacun serait libre de venir dans ce musée virtuel, parce que ce qui est génial quand même dans le métaverse, il faut bien le reconnaître, hein, c'est qu'il n'y a pas de limite géographique. Voilà. Absolument. Et donc, ça pourrait être une interaction avec le grand public. Et j'aime bien cette idée parce que l'art, c'est quand même quelque chose qui permet de faire sortir les émotions, les souffrances. Quand on voit par exemple Frida Kahlo, c'est un exemple, Vincent Van Gogh, enfin, etc., etc. Ça permettrait aux patients de pouvoir exprimer leurs peurs, leurs craintes, leurs angoisses et de pouvoir les partager avec leur père, mais aussi avec le grand public qui ne connaît pas forcément très bien cette pathologie. Et ça pourrait être vraiment intéressant. Alors tout ça évidemment sur le métaverse. Hein. Ce serait peut-être une occasion d'appréhender le cancer au-delà des chiffres et au-delà de ce qu'on a l'habitude d'écouter et de comprendre du cancer. Ça permettrait de faire à la fois de la prévention, à la fois du partage d'expérience et donc d'accompagner les patients et les aidants aussi. Finalement, évidemment, les aidants, j'en parle même pas. Enfin, pour cela, il me faut des collaborateurs un petit peu plus chevronnés que moi. Ça ne doit pas être difficile à trouver. Donc, voilà. Et des personnes qui pourraient te soutenir, effectivement, à la fois financièrement dans ce projet-là. Alors, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter, avec plaisir. Tout à l'heure, François-Emmanuel Blanc a dit, en matière de santé, il faut des vrais gens qui parlent à des vrais gens. Et c'est un petit peu l'appréhension qu'on a quand on parle de métaverse, c'est mais finalement si on est tous dans le virtuel et que c'est des avatars qui nous parlent, on n'a plus de lien réel, de lien physique. Albert, du coup, est-ce que tu peux nous dire justement en quoi le métaverse ne vient absolument pas contraindre cette relation d'une vraie personne à une vraie personne? Je ne sais pas si je peux le dire en quoi ça... Je ne sais pas si je peux répondre dans ce sens-là, mais en tout cas, moi, je vis dans un paradoxe perpétuel, parce que je suis fan de technologie, en même temps, je suis extrêmement préoccupé par l'impact que ces technologies peuvent avoir sur la société, sur les individus, sur nos enfants, et en particulier pour ce qui concerne les externalités négatives. Des vrais gens qui parlent à des vrais gens. On voit qu'avec les réseaux sociaux, il y a des choses très très bien parce qu'il n'y a plus de limites. On peut créer des communautés internationales au niveau global et puis se retrouver entre personnes qui pensent la même chose, et avec qui on a des sujets d'intérêt communs. Mais c'est justement ça qui, à mon sens, est un problème parce que ça crée ce qu'on appelle de l'enfermement. Donc on crée des communautés de niche très très spécifiques et puis on se retrouve ensemble à penser la même chose, convaincus, renforçant nos biais cognitifs, etc. Donc ça c'est un peu le côté négatif de la médaille. Moi, m'intéresser aux externalités négatives, c'est quelque chose qui est très très important. Et je pense que toute entreprise devrait aussi s'intéresser à ce revers de la médaille. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, c'est ma réponse. Pas tout à fait, mais c'est pas grave. J'attendais une réponse qui est que finalement, dans le métaverse, un avatar, c'est quelqu'un de réel qui est derrière, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport, par exemple, au groupe de patients ou des choses comme ça, c'est qu'on va quand même rencontrer un vrai thérapeute, et même si c'est sous forme d'avatar avec quelqu'un qui n'est pas d'une forme humaine réelle, ça ne vient pas dégrader la relation ou l'échange intellectuel, médical qu'on peut avoir. Oui, c'est vrai, sans doute dans une certaine mesure. Et d'ailleurs, je discutais avec une dame il y a quelques jours qui est venue me voir après une conférence que je donnais sur le sujet. Elle m'a dit « Ah oui, moi, je ne pouvais plus parler à mon fils qui est ado, etc. » Et depuis quelques mois, on se retrouve dans des salles de jeux vidéo où on se retrouve dans des univers synthétiques et je peux enfin reparler à mon fils. Donc oui, bien sûr, il y a des avantages, mais attention. On est complètement d'accord. On m'a demandé d'être extrêmement vigilante sur le temps parce que notre ministre François Braun est en route. Donc je pense qu'on va conclure. Merci beaucoup. La dernière conférence porte sur l'humain augmenté, sur le transhumanisme. On a hâte juste du coup d'avoir l'étape d'après. Merci beaucoup en tout cas pour ces échanges et bonne fin de conférence à tous. Merci Morgane.